Bonjour et bienvenue dans ce 91e podcast des Dessous du Troll. Alors aujourd'hui je suis avec Arnaud. Tu sais qu'on n'est pas du tout centré, qu'on a cadré à l'arrache et... Ouais, mais je voulais commencer quand tu faisais un truc de merde. Donc voilà, on va se cadrer vite fait. Hop, hop, gentiment. Je perds mes notes. Voilà. Voilà, Charles a voulu prendre une initiative. On a cette magnifique intro. Donc les Dessous du Troll, le podcast qui poutre. On va commencer tout de suite avec la critique, ou il y a un truc à dire, non? On peut commencer l'intro standard. On peut dire déjà que c'est certainement le dernier de la saison en cours. 4, 5. Merci de nous suivre, ça pourra peut-être nous faire vivre et nous payer un kebab un jour. Sinon vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux éponymes. Allez sur Dailymotion, c'est bien. YouTube, c'est bien aussi. Ah, c'est bien. Merci. Fais l'intro à ma place. Ça me fait plaisir. Donc le dernier de la saison, on va prendre des vacances ensuite et ça va être cool. Ah, ça va être des vacances dans ce jeu de plateau, je vous le garantis. En fait, des vacances parce qu'on va recevoir plein de mails d'insultes à cause de Blanche manger coco. Ouais, il a été un peu fort quand même. Prosperity, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 13+, 60 minutes la partie. 60 minutes la partie, ça me paraît un peu... Ouais, c'est dans... C'est dans là. Enfin, c'est plus long. Enfin, légèrement plus long, pas plus, vraiment. Il y avait Choco, il se touchait pas mal. Hein. Oui. Alors, le Jocelyn, toujours les 30 minutes de pénalité du joueur lent, quoi. Tristesse. Alors, on va commencer comme je le fais souvent avec le packaging, qui est... Je peux donner le contexte. Le petit contexte, oui, t'as raison. C'est un jeu relativement simple qu'on joue un pays qui se démène dans l'air du temps pour proposer à ses citoyens de l'énergie et si possible propre. Ouais, c'est pas mal. C'est à peu près ça, mais surtout qui veut prospérer, quoi, parce que au bout d'un moment il faut faire on reste à partie de l'énergie, mais au bout d'un moment il y a le contexte économique, tout ça. Ouais, c'est un petit peu développe ton pays. Développe-ton-pays.com. Pour changer de vie. On joue quoi? On joue la France, l'Allemagne, j'ai vu quoi qui on joue les anciens pays de l'ancienne Union européenne, donc il me semble que c'est la CECA. Confédération de l'acier et du charbon. Ok. Bon, en fait, non mais oui, on commence au début, à la moitié du XXe siècle. Donc on finit bien après, je dirais milieu du XXIe en termes de techno. 2010. Ouais. Bref, on est vraiment sur cette conversion d'une logique productiviste à tiens, l'environnement, ce serait pas mal d'y penser parce qu'on est en train de crouler sous nos propres ordures. Ah là, tu passes direct à la suite. C'est pas trop mal. C'est une bonne intro. En parlant de packaging, du coup, on a des petites tuiles où on passe de 1970 à 2010, qui sont designés avec les logos 2010 et un peu à la mode de l'époque. Un peu dur pour les 70, tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on avait mauvais goût dans les années 80. K2000. Oh. Mais non, justement, je trouve le clin d'œil rigolo. Ah oui, c'est excellent. En termes de packaging, par contre, le reste, c'est un peu à l'ancienne. Voilà. C'est très correct pour moi, mais c'est pas non plus du design moderne, quoi. On dirait vraiment un jeu de construction de plateau à l'allemande, très fonctionnel. Oui. Par contre, je trouve qu'il est assez clair, le plateau. Oui. Les règles spéciales sont écrites à chaque coin. Oui. Juste le truc qui me faisait tilter à chaque fois, c'est savoir de quel côté on met la tuile. Parce qu'il y avait un point où il y avait un sens, je sais plus. Ça, c'est un peu relou, mais sans plus. Donc, on a un packaging écarté. On va passer directement aux mécaniques. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mécanique? On a une très grosse dualité entre l'énergie électrique, tout simplement, ou l'énergie sous toutes ses formes, et l'énergie propre, l'environnement, en fait. En fait, on a plusieurs compteurs, et chacun... C'est un jeu de compteur, ouais. Ouais, c'est un jeu de compteur, et en fait, lorsqu'on va poser une carte, donc un bâtiment pour avoir un bonus, en général, on va avoir un bonus et plusieurs malus. Ou un malus et plusieurs bonus souvent, en fait, plus haut dans ce sens-là. Mais voilà. Alors, on a deux compteurs principaux, il y a une vraie dualité entre l'énergie et l'environnement. On commence, je crois, avec plus 1 d'énergie sur notre compteur et moins 1 d'environnement. Les années 60. Voilà, ça évolue.
Il faut savoir que ces trucs-là, à chaque tour, il y a un bilan qui se fait. Si on a un surplus d'énergie, on gagne de l'argent. Le bilan est aléatoire. Oui, aléatoire. Alors on va parler de ça. Quitte à parler de ça, autant en parler depuis le début. En fait, on va retourner des tuiles qui vont concerner 5 types de choses. L'énergie, l'écologie, la recherche, les points de victoire, alors je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est la prospérité en fait, et le commerce. À chaque fois qu'on va en retirer une, ça va être au hasard parmi les 5 et jusqu'à faire les 5 en fait. Et du coup, on aura un bilan sur chaque truc. Quand on aura un bilan d'énergie, on va compter l'énergie. Si on est en déficit, ça veut dire que du coup il nous en manque. On va payer des sous-sous. En fait, c'est oublié de dire, c'est aussi un bilan individuel. Oui. Les autres ne jouent pas. Chacun fait ses comptes. Oui, chacun fait ses comptes. Chacun fait ses comptes. Mais ça évolue en temps dynamique. Enfin bon. Du coup, si on est en négatif, on perd des sous. Si on est en positif, on gagne des sous, mais un peu moins que si on en perd 100 par 100 et on en gagne 50 par 50 en termes d'énergie. Et en termes d'écologie, si on est en positif, on enlève des jetons de pollution. Si on est en négatif, on enlève des jetons de pollution ou on perd $100. Oui, sachant que les jetons de pollution permettent de gagner des points de victoire. Ils libèrent une sorte de grille qui... Ouais. Alors ça, c'est sur les... Voilà, c'est ça. C'est sur les événements d'énergie et d'écologie. Mais on a aussi des événements de recherche où on fait avancer les 2 pistes de recherche qui sont affiliées à l'énergie et à l'écologie également, qui sont des bâtiments qui vont favoriser plus l'un que l'autre, en général, que ça vous débloque. On en reparlera plus tard. Vous avez aussi des événements sur le commerce. Donc ça, c'est comme une ressource en fait. C'est des tuiles qui ont ces trucs là-dessus, qui vous donnent de l'argent en fait. L'argent permet d'acheter des bâtiments. Les paliers de recharge vous permettent d'acheter ces mêmes bâtiments moins chers. Oui. Vous avez donc il y a le commerce en plus qui vous donne de l'argent directement, et la prospérité qui vous donne des points de victoire en fait, qui est très importante. Voilà. Et justement, avec ces points de pollution, ça va vous débloquer. Vous avez une jauge qui est moyennement remplie au début de la partie. Plus vous videz les points de pollution, plus vous laissez accessible à des cases qui vous font savoir que vous avez des points de victoire. À chaque événement de points de victoire, vous gagnez le nombre de points de victoire que chaque case vous en produit. Vous pouvez aussi en gagner directement sur les bâtiments. Les bâtiments, on va en parler. C'est justement quand vous retournez une tuile, vous avez, comme je vous ai dit, un événement. Vous avez aussi le bâtiment en fait de trucs que vous avez placé sur le plateau des bâtiments, qui est en fait tout simplement un arbre. Vous commencez à l'étage 1, 2, 3, 4, 5 avec les bâtiments qui sont autour. Alors en 2000, en fait le truc c'est que en 1980 par exemple, on aura un bâtiment, mais ça peut être un bâtiment de niveau 5 comme un bâtiment de niveau 1. C'est pas forcément sur un arbre technologique. Oui, on a des cases qui sont pré-remplies. Ouais. Et en fait, on va remplacer un bâtiment, sachant que ces bâtiments sont classés par couleur. Du coup, on n'est pas vraiment libre. Ah oui, il y a le classement par couleur aussi chez Platy. Par exemple, il y a qu'un seul bâtiment vert, et lorsque vous achetez un bâtiment vert, vous remplacez celui que vous avez déjà. Oui. Et non, ça dépend du nombre de cases en vert que tu as. Tu n'en as qu'une seule. Alors voilà. C'est ça, et donc forcément, tu remplaces ce truc et tu vas inverser les compteurs. Et là, tu peux potentiellement te retrouver en déséquilibre. Donc, lorsqu'on va essayer de tenter de faire le relevé des comptes, ça peut jouer. Ouais. Donc en fait, toutes les règles sont un peu liées. C'est pour ça que j'ai du mal à faire. Mais effectivement, on révèle sa tuile. On fait l'événement. Donc on gagne de l'argent, on en perd. Il y a l'énergie, l'écologie, la recherche, tout ça. La recherche étant, on gagne le nombre de points de recherche qu'on a de symboles recherche sur nos bâtiments. Et ensuite, on a le choix d'acheter des bâtiments. On a 2 actions en fait qui nous permettent soit de dépolluer, soit de gagner un peu d'argent, soit d'acheter des bâtiments, qui est l'action principale en vrai. Et acheter des bâtiments, ça va vous permettre de remplir votre plateau personnel, où vous allez remplir des cases vertes, rouges, comme on a dit, marron, je sais plus. Et ces cases-là vont donner des avantages et des inconvénients. Typiquement, je peux prendre une ligne électrique qui va me donner un malus de 1 en écologie, un bonus de 1 en énergie, et qui en plus va me débloquer 2 autres cases, et ainsi de suite, quoi. Oui, c'est clairement, les bâtiments sont là pour rééquilibrer les compteurs, et
Oui, mais même au-delà de ça, vu qu'il y a deux pistes technologiques, on a des bâtiments qui vont plutôt vous favoriser sur l'écologie, l'autre plutôt sur l'énergie. Il faut savoir bien jongler, sachant que en fait, en général, le jeu, où vous commencez au début, vous avez un léger déficit. Vous arrivez à le combler rapidement et vers la fin du jeu, vous avez plutôt des jauges dans le positif. Sauf que pour avoir des points de victoire, des bâtiments à points de victoire, il va falloir construire des trucs qui vous enlèvent des cases qui étaient très utiles jusqu'ici, quoi. Oui. Et du coup, vous êtes plus du tout en positif, vous êtes carrément en négatif. Ou il faut savoir bien juger, voilà. C'est vraiment un jeu où il faut calculer. Il y a une histoire de timing aussi, ouais. Je me rappelle, on y avait joué à 4. Oui. Donc le temps que le tour vienne et qu'on décide de changer, de construire un bâtiment et de changer le compteur, il se passe 4 événements. Oui. Donc 4 jugements sur justement des jauges qui sont pas forcément équilibrées. Tout à fait. Et tu arrives à un malus du style, tiens, je vais m'acheter un bâtiment écologique le tour prochain. Et là, t'as l'écologie qui tombe juste avant. Du coup, on se retrouve en déficit. Tout à fait, oui. Et quand arrive ton tour, tu dis non, c'est déjà passé, ça vaut plus le coup. Ouais, tout à fait. Souvent, en plus, le bâtiment que vous piochez, alors c'est pas forcément celui-là que vous achetez, mais celui que vous piochez concerne l'étape en cours. Donc, si c'est de l'écologie, ça va être un bâtiment bon pour l'écologie, mais l'étape vient de passer, donc c'est pas si important. Par définition, c'est ce que vous piochez, c'est ce qui n'a été voulu par personne, à moins. Alors, ce qui vient d'être révélé. Oui. Et ce qui n'est voulu par personne, c'est ce qui vient de se passer. Sauf que ce qui vient d'être révélé, c'est ce qui vient de passer, donc c'est pas forcément intéressant. Exactement. Mais ça peut être intéressant pour les 4 tours prochains. Voilà, donc il faut savoir. Il y a aussi l'effet où justement tu calcules les tours, donc voilà, il y a ça qui est tombé, ça qui est tombé, ça qui est tombé. Je sais qu'il reste une tuile, c'est ça. Et en plus, si dans l'air prochain je l'ai directement, ça peut potentiellement valoir double. Il faut absolument que j'achète un bâtiment de ce type-là avant que ça. Et puis clairement, les bâtiments, plus on progresse dans l'âge, dans les âges, oui. Plus les bâtiments sont patates, mais plus ils coûtent cher, plus ils sont déséquilibrés. Du coup, on a un petit peu tendance à attendre, se dire bon, je colmate mon déficit maintenant en espérant d'avoir mieux. Oui. Oui. Et des fois, on n'a pas mieux. Oui, complètement. Du coup, il y a l'aspect technologique que je vous ai pas vraiment décrit. Effectivement, les bâtiments ont aussi des cases avec la recherche, en fait, qui vont vous faire évoluer votre jauge de recherche. À quoi sert la jauge de recherche? Tout simplement, en fait, la jauge de recherche est sur le même arbre que l'arbre de technologie que je vous avais décrit au tout début, où vous posez les bâtiments. Et finalement, si vous achetez un truc qui est en dessous de cette jauge de recherche, ça vous revient pas très cher. C'est $50. Si c'est égalité avec votre jauge de recherche en termes de hauteur, en termes de nombre de niveaux, en fait, si vous préférez, c'est $100. Et sinon, c'est $100 par case au-dessus de là où vous avez votre jauge de recherche. À noter que plus on évolue dans le temps, plus les bâtiments sont hauts technologiquement. Ouais. Ça, investir dans la recherche, ça permet aussi de construire des bâtiments en rapport avec son temps. Oui, aussi. Et plus vous êtes dans les hauts du panier, plus le rapport est favorable en général en énergie et pollution est favorable pour vous. Donc il faut jouer là-dessus, sachant que la recherche ça aide aussi au point de victoire à la fin du jeu. Le premier joueur en recherche gagne 3 points de victoire. Oui, le décompte final qui est pas mal aussi. Le deuxième est à 0 et s'il y a une égalité, il y a 2 points de victoire. C'est un jeu où on gagne pas tellement de points de victoire. On est à la fin de la partie, peut-être entre 10 et 20, quoi. On est vraiment sur un investissement constant sur les points de victoire. C'est qu'on va en scorer 1 ou 2 par tour. Ouais. Enfin, même pas par tour, tous les 4 tours. Maximum. Oui, c'est ça. Donc, si on n'y a pas investi dès le début du jeu, on va avoir un problème. Mais de l'autre côté, si on y investit, on provoque un déséquilibre autre part. C'est ça. C'est-à-dire qu'on aura moins d'énergie, etc. On est moins snowball. Donc, il faut savoir bien jouer quand il faut, quoi. Et ça, c'est assez subtil. Et on a des tours également d'énergie et d'écologie qui vont vous permettre et des tours de points de victoire aussi à la fin du jeu qui vont vous permettre de gagner ou perdre de l'argent. Sachant que si on peut pas payer, je crois qu'il y a un malus en termes de population. Mais clairement, on est obligé de finir d'avoir un tour égal entre tous les joueurs. Ouais. Et on fait un dernier tour pour résumer, un dernier tour qui compte double, mais sans action, pour vérifier que tous les pays sont bien équilibrés. Ouais.
Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins décrit tout ce qu'il y avait à décrire. T'avais autre chose à dire? Je pense qu'on peut passer aux impressions. Et ben voilà, justement, les impressions. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'aime bien. Non, alors, déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est construction de cité. Le fait d'avoir c'est vraiment physique. C'est le fait d'avoir un plateau devant soi et de pouvoir poser des petites cartes dessus en disant. Oh, ça c'est mon pays. Je l'ai construit comme ça. J'adore cette manipulation. Ouais, ça fait un peu vraiment. Si en plus on rajoute des dés. Oui. Là, je pense que je vais un petit peu anticiper sur une des prochaines. Il y avait pas de dés sur. Non, Force de Galaxy. Oui, non, mais là il y en avait pas. Oui, il y a pas de dés, mais c'est ce qui manquerait. Mais il y a pas de dés, il y a des cartes. Mais ouais, c'est vraiment cet aspect manipulation que j'aime bien, et c'est vraiment un jeu qui se joue sur toute la partie. On va essayer de lancer une inertie dès le début. Et on voit si elle est viable à la fin. Mais c'est punitif aussi de ce côté-là. Alors moi je retiens sur il y a pas de dés, il y a pas vraiment de cartes en fait. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu. C'est que c'est un jeu de calcul assez poussé mine de rien, où on peut quand même prévoir certains événements. Ce qui nous empêche de jouer, c'est vraiment le joueur d'avant, l'interaction, le joueur d'avant qui prend le bâtiment qu'il voulait et que t'as envie de le brûler pour ça. Mais sinon c'est horrible. Mais sinon moi je trouve que c'est un très bon jeu. Je m'attendais à un jeu écologique en fait. Un jeu développé par quelqu'un qui est amoureux de l'écologie, oui, il faut pas polluer, etc. Donc je me suis dit bon, on va faire de la technologie écologie, ça doit pas être un jeu spécialement équilibré. Et en fait, je trouve qu'il y a plusieurs stratégies qui s'installent sur ce jeu. Puis aussi, il n'y a pas une bonne façon de faire, et du coup je pense qu'on peut complètement jouer sur l'énergie, gros pollueur, je paye tout ce que je fais, c'est pas un souci. Mais clairement il me semble que tu peux arriver à maximiser tous les aspects sauf un, et tu en laisses tomber un coup totalement et tu te dis bon bah tant pis, je vais compenser. Je pense que c'est je sais pas si c'est la meilleure façon de jouer. Je pense pas que ça soit franchement la meilleure façon de jouer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a pas de bonne façon de jouer. Il y a plusieurs façons de jouer qui sont potables et qui sont en fonction des tuiles qui restent. Vraiment analyser les tuiles qui restent, celles qui vont faire, comment on va gagner des points de victoire. C'est un jeu qui tourne bien en plus, qui tourne très bien. En fait, les règles sont pas simples à comprendre au début, mais une fois que vous avez compris, les tours de jeu s'enchaînent relativement vite et relativement bien, sauf si on joue avec Jocelyn. En fait, c'était une bonne surprise parce que Alex nous l'a vendu de façon un petit peu cavalière. En disant, regardez, je l'ai acheté dans une brocante en lot, ça vaut 5 €. Qu'est-ce que ça peut bien valoir? Je vais prendre des projectiles dans la tête. Donc pour le coup, c'était bien. Et je pense que cela conclut notre présentation. Tristesse. On voit bien que c'est la fin de saison. Hein. Tristesse. Ça se relâche. Ça se relâche, hein, mon petit Jocelyn. Hein. Je te mettrai un carton rouge là-dessus. Ouais. Je suis pas petit, et maintenant, c'est mon tour, la critique. Allez, foutez le camp. De retour au-dessous du troll, nous allons critiquer donc Tokyo Crisis. On inverse, Crisis Tokyo. On n'a pas arrêté d'inverser, mais c'est vaut mieux le mettre dans le bon ordre si vous le cherchez, parce que sinon il vous sort des articles de BD, des albums de BD Google. D'accord. Et c'est édité par Edge, pour faire simple. C'est ça, voilà, édité par Edge. Ça nous vient de Ramon et Sebastián Torrente. C'est plutôt du côté sud-ouest de l'Europe. En Espagne? C'est ça, je suppose. C'est peut-être du Portugal, je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est espagnol, oui. Ok. L'illustrateur, c'est David Ardila. C'est un jeu au format... C'est des petites boîtes. C'est des petites boîtes. Voilà, c'est une petite boîte avec des cartes. Un peu comme comment s'appelle ce jeu qui a très bien marché. Citadel. Voilà, c'est le même format que Citadel. Exactement, c'est le même format que Citadel. Donc, le principe. Déjà. Voilà, le principe. Donc, ça se joue entre 2 et 5. Nous, je tiens à préciser pour cette critique, on l'a joué à 4. C'est important parce que, ça, à mon avis, c'est pas la même dynamique à 2. Ce jeu se joue, alors, vous êtes à Tokyo, et votre but, c'est de conquérir la ville en tant que grand méchant. Sinon, vous jouez à la fois le méchant et le gentil. Donc, enfin, ça reprend, en fait, tout le thématique des monstres qu'on voyait dans les cinémas, dans les années 70. Oui, voilà. En fait, c'est du gros cliché japonais. C'est pas parce que c'est fait en Espagne. Ou alors, si, parce que c'est fait en Europe, qu'on a que des clichés japonais. Voilà. Mais oui, c'est à coup de gros monstres ou de robots géants. Comme Godzilla. Quoi? Godzilla, par exemple. Voilà. Ce genre, c'est pas Godzilla, mais il aura un nom qui ressemble. Oui. Donc c'est un peu parodique, voilà.
donc vous avez des gros monstres, des robots géants, tous les méchants de manga, de films japonais, de films de gros monstres, de Goldorak, là vous avez la totale. Et donc chacun, on peut décider d'attaquer avec un de ces gros monstres un quartier de Tokyo. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez 4 quartiers de Tokyo devant vous, il y a toujours 4 quartiers, donc si vous en capturez un, il sera renouvelé. Le but du jeu, c'est d'en contrôler 3 ou 4? Je sais plus. 4, je crois. 4, voilà. Il faut contrôler 4 quartiers de Tokyo, pour gagner le jeu. Donc vous allez jouer avec 2 types de cartes, les cartes personnages, qui sont, double face. Vous pouvez retourner soit d'un côté, elles sont un héros, ou de l'autre côté, gros monstre. Voilà, donc évidemment les gros monstres servent à attaquer les quartiers, les héros vous allez les jouer dans votre réserve devant vous, et quand quelqu'un attaque un quartier vous pouvez dire non je vais le défendre avec mes héros, donc qui sont des magical girls, des espèces de les espions chelous, des robots géants, enfin voilà, la galerie standard du héros japonais. Ou asiatique aussi des fois. Asiatique, je ne me rends pas compte. Enfin, Jackie Chan, il y avait un truc. Ah oui c'est vrai, il y avait un truc. Voilà, donc on est dans le cliché, hein. Voilà. La Chine, le Japon, c'est pareil, tout va bien. Bon. Bref, donc voilà, vous avez donc ces cartes personnages, et vous avez des cartes événements qui sont de 3 types, je crois. Alors les complots, c'est l'environnement. Donc il y a toujours une carte complot au maximum en jeu. Oui. Donc, vous en jouez une, si vous en jouez une deuxième, ça remplace la précédente, et ça altère toute la partie. Du genre ça modifie un peu les règles. Voilà, ça modifie les règles ponctuellement. Vous avez des cartes événements qui sont incidents, je sais plus comment ils appellent ça. Donc c'est des effets instantanés. Vous la posez, il se passe un truc, genre le gros monstre trébuche, se casse la gueule, ou le gros monstre est de ne pourra pas conquérir un quartier aussi. Voilà, ce genre de choses. Et vous avez des cartes équipements. Encore une fois, je me rappelle plus exactement les termes, qui consistent qui s'attachent à un gros monstre ou à un héros, et qui va lui donner un boost. C'est ça. Et si jamais le monstre est buté, si la carte est sortie du jeu, voilà. Vous perdez tout. Vous perdez l'équipement qu'il y a dessus. Voilà. Tout, c'est que l'équipement. C'est assez rare que tu mettes tout ton jeu sur un seul machin. Et quand même, tu le fais, tu chopes ton quartier, t'es content. Voilà. Donc là, expliquer comme ça, c'est quand même assez simple. 2 types de cartes qui servent soit à attaquer, soit à défendre, et puis les classiques, les événements instantanés, les équipements et les changements de règles. Mais on a galéré un petit peu pour les règles parce que c'est un peu lourd à digérer. Franchement, je trouve que les règles, elles sont pas expliquées de façon super simple. Quand vous allez vous atteler au truc, vous allez aussi un peu galérer, je pense. Moi, je les ai pas trouvés très digestes. On est revenu 1 ou 2 fois dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'il manque aussi un résumé, en fait, des règles. Ouais, alors je sais pas si on est pas quand même. Non, on a un petit truc ici, on a un petit truc. C'est surtout en cas. Il y a une carte résumée par joueur. Oui, voilà. Mais elle est pas assez. Il manque un résumé, par exemple, sur si on gagne, si un tel gagne, si un tel gagne. Mais là, c'est le problème. C'est qu'il y a plein d'exceptions entre guillemets de l'ordre dans lequel déclencher les actions, qui je trouve limite inutilement compliqué dans ce jeu. Que dire? Oui, alors le déroulement, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. On va jouer chacun son tour. Vous avez 2 actions qui sont piocher une carte, jouer un héros dans votre réserve, jouer un événement, ou attaquer un quartier. Ou attaquer un quartier. Attaquer un quartier, ça vous mange vos 2 actions. Quand vous attaquez un quartier, on fait le tour de tous vos adversaires, chacun son tour, et l'un d'entre eux peut dire moi je défends. Donc il n'y en aura qu'un seul qui défendra. Il n'a pas intérêt de se foirer. Et sachant que il faut qu'ils choisissent un symbole à chaque fois. Oui, voilà. Alors oui, c'était là aussi c'était pas simple. C'est ça qui a ralourdi le jeu. Vous avez 5, voilà, vos quartiers ont les quartiers ont des résistances différentes selon le type d'attaque que vous menez. Vous menez une attaque de n'importe quel type. Évidemment, il vaut mieux viser un des types que votre monstre maîtrise. Les types, ça va être une couleur. Donc voilà, il y a des balles en rouge pour ceux qui ont des flingues, des traces de griffes en vert pour les monstres. Je me rappelle plus tout le détail. Je crois qu'il y a une roue dentée en bleu pour les machines. Voilà. Donc vous avez 5 couleurs qui s'attaquent les unes les autres avec un avantage dessus. Donc les monstres ont un avantage sur les mecs qui ont des flingues, ou l'inverse, je me rappelle plus. C'est ce qui va rendre un jeu de force et de faiblesse, feuille papier ciseaux, feuille pierre ciseaux, pardon, et voilà. C'est tout ce qu'on a à dire sur les règles.
Celles sont assez compliquées. Là, vous voyez que c'est le moment où je commence à galérer, c'est de me rappeler splitter parce qu'on commence un peu à s'y perdre. Donc, il faut choisir le type d'attaque. Le mec en face doit choisir aussi son type d'attaque. Il faut calculer par rapport aux voisins. Ça va rendre le jeu inutilement calculatoire et compliqué à 4 parce que il va falloir se décider de qui attaque quand. Sachant que tu peux attaquer une fois par tour. Donc une fois que t'as attaqué, ça te retombe dessus parce que tu peux plus défendre. Bref, je me rappelle plus exactement, mais en gros c'est pas équilibré pour faire simple. Il y en a qui vont se sacrifier pour les autres, oui, parce que vous avez cramé vos cartes pour pouvoir défendre. En fait, Et puis surtout, le jeu en lui-même est pas équilibré. Je veux dire, il y a des cartes tellement pétées, qui annulent une attaque à elle toute seule. Donc c'est bien, vous avez cramé tout ce que vous aviez dans votre jeu pour pouvoir mener votre attaque, et puis le mec en face, il s'amuse à temporiser, et puis à un moment, hop, ou alors tout s'arrête. Tu gagnes la bataille, mais tu peux pas attaquer le quartier. Le quartier, voilà. Donc. Ouais. Et en fait, il y aurait une ou deux cartes comme ça aurait été pénible. Il y a plein de cartes comme ça, donc c'est très pénible. J'ai l'impression de me retrouver sur une partie de Munchkin. Oui, non, mais vraiment, ça avait... Et Munchkin avec toutes les extensions. Enfin, ça avait une ambiance, ça avait vraiment un mécanisme à Munchkin, à savoir, le but des adversaires, c'est pas que les autres gagnent. Enfin, c'est pas que celui qui attaque Tokyo gagne, en gros. Voilà. Donc on va se jouer à se bloquer. Ça va partir en mode gros build très vite parce que vous allez avoir des cartes surpétées par rapport aux cartes standards que vous allez essayer d'utiliser pour attaquer. Et c'est pas intéressant. Je trouve à 4, franchement, le jeu, il est pénible, quoi. On galère, c'est long, c'est... c'est surtout que j'ai l'impression qu'au début, tout le monde veut mettre des héros pour protéger Tokyo, et en fait, personne n'attaque. Et du coup, au début, c'est difficile d'attaquer parce que il y a pas beaucoup de bonnes cartes, puis on sent bien quand on voit les cartes pétées en défense ou en machin que on va peut-être s'en prendre une grosse, et on s'en prend effectivement une grosse, et c'est très difficile de choper un quartier. C'est aussi difficile de défendre parce que vous allez flinguer votre jeu en défendant. Oui. Et vous allez mettre... il faut que quelqu'un défende. Il faut mettre pas mal de tours pour recharger son jeu, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est un peu comme ça que s'est terminé notre partie, c'est-à-dire, à un moment, les mecs ont commencé à comprendre un peu comment ça marchait. Donc, ils ont laissé s'épuiser les petits camarades à défendre. Et celui qui avait pas défendu et qui avait bien attendu son tour, il peut attaquer tranquille et il chope 3 quartiers d'un coup. Et donc je pense que le jeu serait intéressant à 2. J'ai vu des critiques assez positives sur ce jeu à 2. On n'a pas essayé, mais à 4 c'est une ganjure, c'est pas possible. C'est ça trop manque de rythme. Ça manque de rythme, c'est pénible, c'est lourd, on a l'impression de perdre son tour chaque tour. Et le jeu avance pas jusqu'au moment où il avance d'un coup. Et personne n'est content. Je trouve vraiment le jeu décevant à 4. Oui. Donc voilà. Après, ça se tente peut-être à 2, on l'a pas fait. Donc on va pas condamner définitivement ce jeu, mais à 4, pas bonne pioche. Bon, il est rigolo, ceci dit. Il y a des belles illustrations. Voilà, les illustrations sont fun, les textes, comme dans Magic, les petits textes descriptifs des cartes, sont rigolos, on tombe dans le cliché. Mais la sauce prend pas à cause des règles un poil compliquées, du jeu pas équilibré et de la lourdeur de la partie à plus de 2 joueurs. Ouais. Après, ça se compense peut-être de 2. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais, ça... On connaît pas le prix par contre. On est d'accord, c'est pénible, c'est chiant quand on est d'accord parce qu'on discute pas. Le prix, alors officiellement le prix conseillé c'est 20 €. Comme il marche pas super, j'ai l'impression, on peut le trouver en dessous de 10 € sur internet. Ça se joue donc de 2 à 5, faut compter, alors ils nous disent plus d'1 heure, enfin... On a vu bien plus d'1 heure, quoi. 3 heures, je crois, nous. C'est bien lourd à 4. Non, franchement, le jeu est super lourd à plusieurs joueurs. Peut-être que ça dure 60 minutes à 2. Mais, à 4, ça nous a pris 3 plombes. Voilà. Donc je sais pas ce qui est ensuite. Donc on leur souhaite aussi bonnes vacances aussi. Puisque voilà, nous on reviendra plus. Si, moi je reviens. Donc on va laisser la main à Colossus Arena avec Arnaud et je sais pas qui d'autre. On s'en fout, c'est la fin, c'est les vacances. Ouais. Presque, parce que moi il me reste une critique encore. Enfin, moi, je reviens tout à l'heure, mais on chasse Vincent. Allez, à tout à l'heure. Et donc, on va continuer la série du Alex a trouvé des jeux pas chers. En déstockage. Au kilo. On va voir ce que c'est. Les derniers qu'on fait ça, c'était AB Productions avec leur manga, ça a donné le Club Dorothée. Ouais, c'est pas faux. Hein. Ouais, donc ça peut être que du bon. Ouais. Donc là, en fait, on est parti sur un petit jeu de cartes, Colossus Arena. Colossus. Mais dans tout honneur. Ouais. C'est nul. Oui, donc Colossus Arena qui vous avez vu Alex, vous avez vu c'est un jeu de cartes, vous pensez c'est un jeu de cartes à collectionner.
Que nenni. Que nenni. Ah. C'est en fait qu'importe où. Oui, on prend des créatures fantastiques, on les met dans une arène, et qu'est-ce qu'on fait comme les Pokémon? On parie sur leur survie. Voilà, sur leur âme. Leur âme. Leur âme. Ah oui. Ouais. On n'a pas d'âme. Bon, c'est un jeu de. En fait, c'est un jeu qui était réédité, qui s'appelait avant Titan Arena, qui date de 1997. Là, on est à la deuxième réédition 2003-2005 par Fantasy Flight Game. C'est un jeu. Ah oui. Chez ça, distribué. Oui, ça. Ça n'a pas mal changé. Donc ça reste un jeu de Rainer Knizia. Oui, monsieur Knizia. Voilà. Donc là on a fini la fiche technique. En gros on a une petite dizaine de créatures fantastiques. 12. Inspirées de chez Xena. Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout le bestiaire habituel. Oui. C'est Xena et la guerrière, la Wyrm, le Magus. Non, parce qu'en fait, j'allais dire, ouais, c'est de la mythologie grecque et tout. Non, c'est la mythologie grecque sous acide, hein. Oui. C'est des licornes. Oh, putain, la licorne. Donc, ces créatures vont s'affronter dans 5 rounds successifs et mortels. Le plus faible d'entre eux sera mis à mort. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les paris. Et l'idée, c'est de poser des petits jetons. Je crois qu'on a 5 petits jetons de pari. Ouais, que 5. Plus on parie tôt, plus on gagne des points de victoire à la fin. Et on gagne nos points si la créature a survécu. Exactement. Et on gagne beaucoup de points si c'est du pari soit caché, soit manche 1. Et presque rien après. Oui, c'est à la fin, on est un petit peu en mode Jean-François Copé. Oui, je t'avais dit que tu gagnerais il y a 5 minutes avant l'élection. Voilà. C'est-à-dire que parier à la manche 5 vous rapportera, si votre pari est bon, 0 points. Donc voilà. Clairement, la manche 5, c'est du pourrissage. Oui, il faut détruire le dernier. Clairement, on est sur du on encourage ces poulains et on détruit ceux des autres. Oui. Et donc la mécanisme de jeu, c'est qu'on aura des cartes pour chaque créature numérotée de 0 à 10 sur toutes les manches. Et en gros, la dernière carte posée compte. Donc on peut avoir quelqu'un qui pose une carte 10 en disant ah ma licorne elle triomphera de toute l'adversité, et il y a un mec qui arrive après et qui fait 0 c'est elle qui sera morte. Voilà un spectateur à 0, c'est pareil. Donc ouais, ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est qu'on est quand même, il y a pas mal de petits effets qui se coulent qui apparaissent sur chaque peuple, chaque ethnie bizarre. Ils ont un pouvoir. Le pouvoir tu ne le déclenches pas quand tu joues la carte, mais quand tu joues la carte et que tu la contrôles, donc c'est que t'as parié sur elle. C'est un peu ton poulain, quoi. C'est ton poney. Ouais, parce que tu vas pas déclencher le pouvoir si c'est pour la tuer. En gros, c'est l'intérêt de la liaison entre les deux. Et donc il y a pas mal de manipulation. En fait, c'est de la manipulation de plateau, manipulation de cartes, de paris. D'inversion de cartes, de reprise de paris, de repose, de je peux défausser à la fin du tour alors que j'ai pas le droit normalement. Il y a plein de petits choix sympas. Je pense que tout le jeu il est vachement pimenté par ces effets-là. Ah bah sans ça c'est chiant. Hein. Ah oui, tu te casses les. Ah mais là niveau retournement de situation, en fait tu vois l'état du champ de bataille tel que tu le laisses à la fin de ton tour, et tu sais que les personnes qui vont arriver après toi vont te le saccager de manière comme des sacs. Ouais. Et tu vas plus le retrouver. Ouais, surtout qu'en plus pour que un monstre que la manche soit finie, il faut qu'au moins chaque peuple ait une carte à lui. Une fois que c'est fait, donc c'est une fois que la personne a posé la dernière carte qui manquait, on regarde celui qui est le plus faible. Si à égalité, on a du sursis, on continue un peu, mais sinon on le détruit. Donc ça peut aller très vite, et tu peux avoir des backdoors tu te penses que t'es frais avec un truc, et que le mec te pose 2 cartes d'un coup, ou alors une bande noire que t'avais pas prévue, ou alors à la suite qu'il y ait 2 joueurs qui s'allient pour aller finir vite fait la manche. Le truc royal, c'est de pouvoir poser la carte qui finit à la manche pour décider de l'issue. Oui. Et souvent c'est de la synchronisation, et tu vas tout faire pour que ton adversaire n'ait pas cette possibilité. Ou alors pour que ce soit juste celui d'avant qui l'ait, mais... Voilà, et que quand il s'arrange... Et qui te tue juste ton poulain que t'as sauvegardé pendant 40 minutes. Ouais. Alors, il y a les spectateurs dont on parlait, c'est un peu des jokers.
qui permettent d'être joués sur n'importe quel peuple et qui annulent l'effet de la prochaine carte qui sera jouée par-dessus. Ça annule aussi l'effet comptage de cartes, je trouve. Voilà, ouais, c'est parce qu'en fait, on a un nombre limité de cartes, c'est-à-dire que elles sont présentes de 0 à 10, mais quand elles sont jouées manche 1, elles seront plus là. Donc elles seront toujours à la manche 1. Donc comme on ne remélange pas entre les manches les personnages, et si vous balancez tous les 8, 9, 10 à la manche 1 et 2, manche 3 et 4, 5, va falloir se battre avec des 4 quoi. Donc d'ailleurs, il y a un problème, moi on l'a pas eu, mais je me demande ce qui se passe dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe, imaginons, si tous les mercenaires ont été éclusés, oui, et comme on a 5 manches et 10 cartes, et qu'on consomme plus de 2 cartes par manche. À la dernière manche, on peut se retrouver à nous ça peut bloquer, je pense qu'il y a des façons que ça bloque. Mais en fait, comme il y a 3 cartes encore plus spéciales qui permettent de reprendre des cartes, voilà, le préfet et le magister qui permettent de directement prendre une carte de combat, voilà, je la prends et comme ça je finis. Ça permet d'éviter le cassage de jeu. Ah, puis t'as les effets qui se coulent qui te permettent de bouger les cartes. Bah ouais. Donc oui, il doit y avoir une configuration où c'est tout à fait possible, mais bon, c'est pas le but du jeu. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu rapide. Il est loin d'être parfait. Hein. Il faut, les gens qui aiment bien tout prévoir vont être assez frustrés parce qu'on peut prévoir au mieux quoi. Mais on peut entre 3 joueurs, 2 ou 3 joueurs qui jouent, que ce soit totalement différent. Voilà, et que le pari qu'on avait fait, qui était très intéressant, se retrouve à être peu du tout perdant et qu'on perde lamentablement. Et puis on a aussi des archétypes, on a des créatures qui sont plus fortes au début du jeu qu'à la fin. C'est des effets prévisibles. Mais quand même, je trouve que c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa. Pareil, il faut noter que la manche 1 est extrêmement longue et que les manches suivantes sont assez courtes. Voilà. C'est plus on avance dans le jeu, plus c'est court. Moins il y a de créatures. Donc... Voilà, moins il y a de créatures et surtout, on va se retrouver à piocher des trucs nuls, quoi. Donc même si on en défausse, bah des fois on tombe toujours sur la même chose, quoi. Donc c'est pas un reproche, mais faut vraiment pas négliger la manche 1. C'est pas un jeu où tu te dis je vais gagner sous la manche 5. Non, ce sera sur le long terme. Et ce sera bien manche 1 et 2 où t'es clairement bien fait à ton choix. Ouais. En fait, faut pas péter les genoux de ses ennemis trop rapidement, sinon ensuite ils t'en veulent à mort. Faut être sneaky, hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Squeezie. Faut piquer des trucs, mais faut pas trop le montrer. Très beau placement. C'est Koh-Lanta, voilà. Non, mais désolé, on n'a pas gagné à Colossus, je te tue de la reine. Oh. Voilà. Bon, du coup, on va laisser Moundir et compagnie nous présenter la suite. Oui, ce sera un bon jeu cette fois-là. On passe sur Roll for the Galaxy. J'ai demandé au grand champion du championnat, Jocelyn. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Voilà. Allez, tout de suite. Bonjour. C'est par ce brofist que je vais pouvoir commencer. Cette fois-ci, on n'est plus dans du déstockage, on est dans du vrai, du récent. Qu'on parlait pas de fist. Voilà. Pour une fois, on parle d'un bon jeu. Il faut que je le casse. Non, je sais pas, moi, on me demande toujours de venir pour casser les jeux, du coup. Non, pas cette fois-là. Surtout que j'ai bien aimé, donc ça m'embête un peu, quoi. Alors, Roll for the Galaxy. Le design vous dit quelque chose, forcément, c'est Race for the Galaxy où ils ont changé le premier mot. Pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez le voir, ils s'en cachent même pas, tu vois, t'as juste le premier mot, il a une couleur différente. Ils auraient pu mettre un sticker par-dessus pour bien te montrer c'est le même jeu, on a changé un mot pour changer le concept. C'est chez Rio Grande Game, c'est Asmo c'est Gigamic, voilà, qui le distribue. Vous avez les auteurs, c'est Wei Wang et Tom Lehman. Tom Lehman, c'est celui qui s'était occupé de Race for the Galaxy, et c'est celui qui s'est occupé plus ou moins de la différence. Non, on va faire un effort. Wei Wang. Voilà. Encore une fois, on a dû écorcher le nom, on est désolé. Effectivement. C'est un jeu qui est beaucoup plus gros que Race for the Galaxy parce qu'il contient beaucoup plus de matos que l'autre. On n'est plus sur des cartes. Là, on passe sur des dés, on passe sur des gobelets, des petits personnages, beaucoup de tuiles, des tuiles de personnages, des paravents. On a du bon truc. Donc c'est de 2 à 5 joueurs, faut compter 14 ans et plus. C'est un jeu qui dure 45 minutes. L'apprentissage des règles est un peu plus long par contre. Donc il faut compter une bonne 20 minutes d'explication de règles. C'est un jeu qui se trouve à 45 € à peu près. Voilà. Un gros jeu. Voilà, c'est un gros jeu. Il les vaut, il est récent.
La version VF vient tout juste de sortir, donc elle est sortie le mois dernier pour vous qui écoutez. Pardon. C'est un jeu qui a beaucoup marché en version VO, en anglais, qui a date d'un an et des boîtes, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà. Le but du jeu, on n'est pas là pour parler d'histoire parce que c'est Race for the Galaxy. C'est le même monde, c'est les mêmes cartes, c'est exactement pareil, c'est les mêmes illustrations. Mais par contre, c'est au niveau du jeu où ça a changé. Et oui, Yep. Maintenant, on a beaucoup plus de dés. Oui, là, la boîte contient 111 dés en taille 6 mm, je crois. Je l'ai pas mesuré, voilà, mais c'est des petits dés en fait. C'est pas des gros dés, c'est des petits dés. Voilà. Chacun des dés a sa couleur et a des comment s'appelle des faces qui ne sont pas 1 2 3 4 mais qui ont des phases d'exploration, machin et compagnie. Donc voilà. Comment fonctionne le jeu? Le jeu, si vous avez joué à Roll Through the Edges et ainsi de suite, vous allez pas être dépaysé parce que c'est pas très loin d'être la même idée. Donc vous avez un gobelet, vous secouez, vous tournez vos dés, ça va vous donner des dés qui ont des faces qui correspondent aux phases de jeu après. Aux phases de jeu. Vous allez les distribuer et après vous allez faire comme dans Race for the Galaxy, on ne fait pas toutes les phases à tous les tours, mais celles qui ont été choisies par les joueurs. Vous prenez un de vos dés et vous votez pour la phase que vous voulez faire vous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir au moins un dé, même si vous n'avez pas eu de bol au lancer, qui fera ce que vous voulez. Voilà. Celui-là, comme ça, vous allez faire ça. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein. Donc, oui, c'est au moins tu perds pas complètement ton tour. Voilà. Ce qui se passait, c'est que dans Race for the Galaxy, il y avait 2 decks, en fait. Il y avait un deck normal et le deck de choix de phase. Là, c'est simplifié. Ils ont réuni les deux, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que c'est un peu la thématique, hein. Ils cherchent à simplifier dans ce jeu Race for the Galaxy, avec d'autres mécaniques de remplacement. Voilà, parce que je vais continuer les trucs. Donc après qu'on a fait ça, on les distribue et on rentre dans les phases en elles-mêmes. Donc par contre là, comparé à Race for the Galaxy, si vous avez choisi une phase, vous n'avez pas des bonus en plus. Là, c'est que vous êtes sûr de le faire, c'est tout. Voilà. Ouais, parce que toi t'as pas trop joué à Race, mais si j'ai joué, enfin j'essaie de m'en rappeler en fait depuis tout à l'heure, mais je sais pas, une mémoire super top. Dans Race en fait, quand tu choisissais une phase, t'avais des bonus en plus. Par exemple, tu piochais plus sur l'exploration et ouais, peut-être. Voilà. Alors que là, vous faites les phases. Donc vous allez faire la phase autant de fois que vous avez des qui sont attribués à cette phase. Donc très clairement pour l'exploration, soit vous allez récupérer plein de crédits. Parce qu'il y a l'arrivée des crédits maintenant, qui n'étaient pas présentes dans Race. Oui, parce que c'est pas de récupérer des dés. Donc voilà. Là, s'il n'y avait pas eu de dés avant, forcément, il n'y avait pas de crédit pour la récupérer. Ouais, parce que s'il n'y a pas de crédit dans Roll for the Galaxy, vous vous retrouvez à lancer tous vos dés tout le temps, ce qui est pas très équilibré. Voilà. Ou alors piocher des tuiles. Alors là, on est dans Roll, il y a une pioche commune qui tourne pas. Dans Race, il y a une pioche commune. Là, on est dans un gros sac, c'est le gros sac noir où on met toutes les tuiles. Et on pioche dedans. Encore une fois, on est dans un truc où vous pouvez défausser celles que vous avez en développement en cours pour piocher. Donc en gros, si rien ne vous plaît, vous défaussez tout, vous piochez le nombre que vous avez défaussé plus 1. Et là, si vous trouvez pas ce que vous voulez dans au moins un développement et une colonie, vous êtes mal barré quoi. Donc phase 2 et 3 c'est développement colonisé, donc vous mettez vos dés pour construire. Là on a en fait vraiment les cartes de Race for the Galaxy qui sont transformées par les dés. C'est-à-dire que pour construire un développement qui coûte 2, vous mettez 2 dés dessus et voilà, c'est bon, c'est fait. Vous pouvez le faire en un ou plusieurs tours. Voilà. Au niveau des colonisations, ils ont simplifié. Maintenant, c'est une colonie à 3, tu mets 3 dés dessus. Ça marche comme le développement. Si vous avez 3 dés sur colonisation, vous mettez vos 3 dés dessus. Voilà. Dans Race, il y avait un à la fois. Je sais pas si c'était aussi le cas dans Race. On faisait un à la fois aussi. Alors dans Race, il y avait les développements, c'est vous défaussiez des cartes de la main du coût du développement. Voilà. Et pour la colonie, c'était soit vous défaussez, soit vous regardiez la puissance militaire que vous aviez devant vous. Pour pouvoir directement poser la colonie militaire. Tu peux en faire un de chaque à tout le temps. Enfin là dans Roll, t'as devant toi un développement, une colonisation, donc tu fais rien d'autre en colonisation et développement tant que t'as pas fait ces trucs-là. Ouais, tant que t'es pas fait celle du dessus. Voilà. Oui, oui, mais tu peux faire plusieurs développements d'un coup. Si durant ton développement t'as 6 dés à mettre et que t'as 2 développements à 3, boum boum. Ils sont faits les deux. Les deux sont faits.
Et c'est pour ça que durant la phase d'avant, il faut bien te dire ça je la mets et ça je la mets en dessous. Donc si quand tu pioches des cartes et que t'as déjà des tuiles, tu peux pas les mettre au-dessus, faut les mettre en dessous. Pas forcément parce que t'as déjà des trucs en cours de construction, tu vas pas dire hop tiens j'ai 3 ouvriers, ça te tombe bien. Ouais, c'est glisser ça. C'est ça. Donc ça c'est là la phase de production est vraiment simplifiée aussi maintenant, c'est tu prends les dés que t'as mis dans la phase, tu les mets sur les planètes qui produisent des couleurs, donc toutes sauf grises. Ouais. Et la phase la dernière, c'est soit je récupère des points de victoire avec mes productions, mes ressources, soit je gagne des crédits. Oui, ouais. Alors, les crédits qui est vraiment pas mal parce que les crédits là dès que vous avez utilisé vos dés, ils vont pas directement en retour dans le gobelet, ils vont dans une rôle qui s'appelle la population, ils vont s'y accumuler et à la fin du tour, vous allez payer tous vos crédits pour mettre le plus de dés possible dans le gobelet. Un dé égale un crédit. Ça permet il faut bien comprendre qu'il faut pas négliger quelque chose dans le jeu. Il faut avoir pas mal de dés. Donc on commence avec 5 dés blancs qui font tout, mais il faut en avoir plus parce que 5 c'est pas assez. Surtout que vous avez un développement à 6, voilà. Merci. Ouais, t'es un peu emmerdé quoi. Donc comment on récupère des dés? C'est rien de plus simple, c'est vous avez les colonies. Les colonies vous fileront toujours des dés. Voilà. Vous connaissez une planète, ouais, alors soit ils vous les mettent de côté, soit ils vous les laissent sur la planète, soit direct dans le gobelet comme ça peut tout de suite servir au tour d'après. Ouais. Et qui sont des dés de différentes couleurs, donc qui n'ont pas exactement les mêmes faces. Et ça, c'est quelque chose à noter. Il y a des dés qui sont très orientés, ils ont plus de phases d'expédition. Il y en a d'autres qui comptent que des... ça c'est marqué sur le petit paravent, les aliens, c'est que des jokers. Ouais, YOLO. C'est à peu près ça. La moitié, c'est des jokers. Donc, il faut pas négliger. Et ce qui se passe, quand on remet ces dés de la population dans son gobelet, faut bien comprendre que c'est pas le primordial de mettre que des dés de couleurs spéciaux en priorité. Faut se dire que qu'est-ce que j'ai besoin de faire au prochain tour. Exactement. Voilà. Parce que mettre tous les dés de couleur, vous allez tomber sur les dés bleus où il y a que d'expédition, donc vous pouvez pas tout faire dans un seul tour. Dans le principe, déjà, si on choisit les phases qu'on fait, à moins d'être à 5 joueurs puis que les 5 veulent faire un truc différent. Ça nous est arrivé une fois là. Une fois sur une partie à 5. Et quand tu joues à 4, je pense pas que ça puisse se produire. Alors à 4, c'est pas possible. Ça change les trucs, mais à 3, peut-être, non, je sais plus combien. Alors non. Alors au niveau des règles, à 3, 4 et 5, on joue de la même façon. Okay, bon, du coup, et c'est à 2, on met les deux phases et on lance un dé blanc pour savoir une phase en plus. Ok, donc c'est encore possible. À 2, comme ça, il y a 3 phases. Mais de toute manière, il y a pas d'intérêt à faire. Vous allez faire un tour, dire j'ai que 2 dés dans mon machin, je vais essayer de gagner plein d'argent pour pouvoir en récupérer plein. J'ai besoin de dés différents. Voilà. Chaque tour, vous allez un peu avoir vos objectifs et donc vous allez choisir selon les probabilités de chaque dé ce qui vous intéresse le plus. C'est aussi ça, enfin vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est que jusqu'au bout, j'ai pas trop senti le hasard. Pourtant, il est omniprésent. Ah, il y a que ça, ouais. Ça. Bah oui, carrément. Mais t'as quand même l'impression d'avoir un peu de stratégie, quoi, puisque t'as toutes les statistiques sur les dés. Donc tu choisis les dés, t'as plusieurs couleurs. Tu vas choisir vraiment les dés qui vont t'intéresser pour ce que tu veux faire. Tu vas choisir tes développements, tes planètes, parce que quand vous piochez une carte, vous avez une planète d'un côté, un développement, enfin une planète à coloniser, un truc à développer de l'autre. Donc vous allez déjà choisir un petit peu selon la carte, puisque une carte peut être une bonne colonie ou un mauvais développement, enfin selon ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de rapport de co entre les deux en fait. De coût. Si, parce que les 6+ en développement, c'est des colonies 1-1 derrière. D'accord, ok. Et c'est 3-3, oui, donc c'est, voilà. Soit c'est moyen des deux côtés, soit c'est une colonie facile et un développement super dur, ou inversement. Enfin, le jeu est quand même plutôt bien équilibré. Vous avez toujours toutes les données statistiques en main, puisque vous avez face visible vos dés, vous savez combien il y a à construire, vous pouvez regarder votre pile de construction, vous pouvez défausser à tout moment des tuiles pour pouvoir piocher d'autres. Donc même s'il y a une grosse partie de hasard, puisque vous allez quand même piocher vos tuiles et vous allez lancer des dés, comme on a toutes les statistiques et qu'on essaie de se faire une stratégie, vu ce que le hasard m'a refourgué, je vais essayer de viser par là. Donc évidemment, faut pas essayer de lutter par rapport à vos cartes de départ, on va dire. Ouais. Ça va un peu vous donner des indications sur les bonnes stratégies, mais pour vous. Et du coup, ça va avoir une stratégie différente pour les joueurs. Après, on n'a pas fait cette partie pour dire le jeu est vraiment très équilibré. Peut-être qu'il y a des stratégies qui marchent mieux que d'autres. Peut-être qu'il y a des distributions de départ qui vont vraiment vous foutre dedans. Oui. Mais moi je l'ai pas senti et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est malgré le hasard omniprésent l'impression d'avoir une stratégie qu'on maîtrise complètement.
Surtout que quand on lance les dés au tout début et que on peut quand même les affecter sur une autre phase que la phase qui est roulée, parce qu'on a un pouvoir de base qui permet de le faire, Exact. et qu'il y a pas mal de petits développements ou de cartes qui permettent d'améliorer ce pouvoir. d'aider encore plus ça. C'est ça. Donc Plus le temps va passer, alors au début vous pouvez réaffecter un dé pour le coup d'un, après vous allez pouvoir en réaffecter pour le coup de 0, vous allez pouvoir affecter 3 d'un coup pour le coup d'un, voilà. Donc c'est un pouvoir qui va s'améliorer par avec les développements. Donc vous êtes de moins en moins tributaire du hasard, parce que vous êtes de plus en plus de dés. C'est peut-être même mieux, parce qu'en fait du coup le jeu est assez simple au final. On a mis du temps à expliquer les règles parce que bon, c'est des concepts un peu spéciaux. C'est toi qui expliques les règles aussi, Voilà. c'est qui joue. Donc je suis lent à jouer, mais je suis pas le plus lent à expliquer. Le jeu est quand même assez simple, parce qu'au final, voilà, vous avez vos dés, vous les lancez, vous les foutez sur les phases qui vont bien, vous en choisissez une que vous voulez être sûr de faire. Et puis après, au moment de chaque phase, vous prenez les dés qui sont sur la phase, vous les mettez au bon endroit, vous déclenchez l'effet, et hop, on recommence au tour d'après. Sauf que, il faut bien choisir ses effets. Voilà. Le jeu est finalement beaucoup plus simple. L'objectif est atteint, je pense, puisque c'est l'objectif de rôle. Par rapport à Race. Simple et... Non, c'est différent. Et puis pareil, faut noter que les dés, vous êtes obligé de les utiliser si vous pouvez dans une phase. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire, ah bah non, ce dé-là, j'utilise pas finalement. Donc si vous pouvez l'utiliser, vous devez l'utiliser. Et tous les dés qui ne peuvent pas être utilisés sont remis dans le gobelet directement. Donc en gros, vous allez pas perdre de l'argent parce que vous avez pas eu de bol, que les autres ont pas choisi la phase que vous voulez. Vous allez perdre du temps, très clairement. Mais qu'à 1 ou 2 tours, j'ai prié pour que la phase se déclenche pas pour récupérer mon dé gratos. Ouais, c'est ça fait un point. Et puis une dernière règle, c'est que vous avez le droit de totalement reprendre n'importe quel dé qui est en jeu à la fin pour le remettre dans le gobelet. En jeu, c'est-à-dire activer sur un développement, une colonisation, enfin un truc que vous avez ressources, déjà joué quelque part, vous pouvez le récupérer dans votre gobelet parce que vous voyez bien que vous n'avez pas arrivé au bout. Ouais, ça permet de switcher d'une stratégie à l'autre quand on sait qu'on va dans le mur. Ou alors si comme moi vous priez pour que la stratégie, le truc se déclenche pas, puis qu'il s'est déclenché, c'est pas grave, vous le récupérez au tour après. Donc voilà, c'est un jeu qui est rapide, qui est un peu moins élitiste qu'était Rise of the Galaxy, qui par contre est pas très beau. Voilà, ça va. Il est après j'ai un peu l'impression que c'est un travers entre guillemets des de tout ce qui est futuriste, surtout exploration spatiale, parce que on colonise des planètes. C'est sombre. Je dirais pas que c'est pas beau, c'est terne. Voilà, vous avez des exploitations minières. Vous avez il y a quand même quelques trucs fun. J'ai eu la colonie d'artistes. Là, c'était très coloré. Il y a mais bon, ça c'est majoritairement assez sombre et terne, mais je pense que c'est un choix artistique. Et franchement, je le trouve pas si moche, moi. Oui, non, il est pas moche, mais c'est vraiment la direction artistique de Race qui est c'est pas pour ça que je l'ai pris, hein. Oui, après c'est sûr qu'elle casse pas des pattes à un canard, mais bon, elle est thématique. Voilà. Elle passe bien pour moi. Après, au niveau rejouabilité, faut qu'on y rejoue pour vraiment en dire, donc on n'en dira pas plus. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a envie d'y rejouer. Et c'est le plus important. On peut pas dire ça de tous les jeux qu'on a critiqués cette saison, surtout ces 2 derniers épisodes du déstockage là, on a tiré dans les pattes de pas mal de gens. Moi, j'ai pas tiré les pattes de ce jeu, mais il fallait quand même que je fasse mon personne difficile. Voilà. Donc un dernier point négatif, qu'est-ce que t'as pas aimé dessus ou pas? Ah oui, donc tu veux vraiment entériner ma réputation dans Forêt de Service, quoi. Non, on a bien dit du bien. Donc. En fait, après la première partie, donc ils nous ont bien caché l'aléatoire, mais ça s'est joué serré avec les petits camarades, mais je me pose la question, est-ce que c'est pas vraiment du talent, parce qu'il faut vraiment être réaliste, il y a tellement de hasard que je pense que j'ai aussi des gros coups de bol. Et est-ce que si on a un mec qui joue comme un pied et un mec qui commence à connaître le jeu, est-ce que c'est pas le hasard qui va quand même décider qui va gagner, qui va perdre à 2 points près, quoi. Ouais. J'ai un peu l'impression que la rejouabilité potentiellement peut décevoir. Même si j'ai quand même envie de tester, parce que j'ai vraiment trouvé le jeu fun. Ouais. Et qu'il se joue bien. Donc voilà. C'est une bonne surprise, moi. C'est le principal, hein. C'est que ça joue bien. Donc voilà. On se retrouve peut-être encore une fois pour cette saison, mais on vous fera un point par écrit là-dessus. Ah si, un point négatif sur Roll, c'est quand même que la deuxième condition de victoire,
Ouais. Enfin, on reste sur sa fin, quoi, parce que soit faut finir les points de victoire, soit il y en a un qui rush sur ses constructions. C'est ce qui s'est passé et on n'a pas l'impression de pouvoir aller au bout de ses stratégies. Ça, c'est exactement les mêmes que dans les Heroes of the Galaxy. Ouais, c'est exactement le même ressenti qu'on a. Voilà. Donc finalement, on a trouvé un point négatif. Ouais. Donc, excuse-moi l'interruption, je suis content, ma réputation est sauve et je te laisse finir. Donc voilà, je finissais là-dessus. On se retrouve peut-être plus tard. À très bientôt. Fin de saison, c'est les vacances. Bah si, on fera un truc de toute façon. Oui, dans tous les cas. dans tous les cas. Une émission encore plus de la loose que celle-là où on coule définitivement le podcast. Peut-être autour d'une piscine. Ah ouais, comme ça on coule littéralement le podcast. Ouais, bon plan. Mais non, c'est bon, j'ai acheté un bar flottant. Donc c'est mal finir. c'est bon, allez, bonne vacances à tous.